Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Mission d'évaluation des besoins humanitaires dans l'état du Haut-Nil au Soudan du Sud. Une délégation de l'ONU est allée à la rencontre des personnes vulnérables du site de protection des civils de Malakal, victimes de l'insécurité et des catastrophes naturelles. La Centrafrique adopte le Bitcoin comme monnaie officielle. La crypto-monnaie se fait une place de choix à côté du franc CFA, une première en Afrique. Alors bonne ou mauvaise idée? Élément de réponse dans cette édition. Et un véritable coup de tonnerre s'abat sur la Fédération gabonaise de football. Le président Pierre-Alain Mungangui, en poste depuis 2014 et réélu le 16 avril dernier, a été placé sous mandat de dépôt pour des faits présumés de pédocriminalité sous sa présidence. Mais tout d'abord, 3 personnes ont été enlevées par des hommes armés dans la nuit du 27 au 28 avril dans le Sahel burkinabé. Les faits se sont déroulés dans la ville de Dori. Les kidnappeurs auraient utilisé le véhicule personnel du chef de la circonscription d'éducation de base de Setanga, qui a été enlevé avec ses 2 enfants vers une direction inconnue selon les autorités. Rappelons que dans la même région du Sahel, mais à Marcoy, une dizaine de civils ont perdu la vie ce 27 avril au cours d'une attaque perpétrée par des individus non identifiés. La récurrence des violences atteste du climat d'insécurité grandissant dans la région. Également dans l'actualité, en Guinée, 2 anciens dirigeants sous le président Alpha Condé ont été placés sous mandat de dépôt dans la nuit du 27 au 28 avril. Il s'agit de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damoro Camara, et de l'ancien ministre du Tourisme, Lousséni Camara. Tous 2 ont été transférés à la prison centrale de Conakry, selon les médias locaux. Rappelons que depuis le coup d'État militaire de septembre 2021, plusieurs anciens hauts cadres du régime Condé ont été entendus par des enquêteurs pour des faits de prévarication des deniers publics. L'urgence des besoins humanitaires s'intensifie au Soudan du Sud. En 2022, les organisations humanitaires prévoient de cibler quelques 6,8 millions de personnes vulnérables, mais le financement fait défaut. Une délégation des Nations Unies s'est donc rendue dans l'état du Haut-Nil pour s'enquérir de la situation. Un sujet de la rédaction. Zones inondées et insécurité favorisent le déplacement interne à grande échelle de la population au Soudan du Sud, ce qui explique que le site de protection des civils de Malakal continue d'accueillir de nouveaux arrivants. Une délégation de haut niveau des Nations Unies s'est récemment rendue en mission dans cette ville de l'État du Haut-Nil pour évaluer les besoins sur le terrain et rencontrer les personnes touchées par la violence et les catastrophes naturelles. Nous sommes arrivés à Malakal avec un seul objectif qui est d'évaluer la situation humanitaire, d'observer nous-mêmes le contexte dans lequel nos acteurs humanitaires travaillent, d'être en mesure d'identifier nous-mêmes les lacunes que nous avons dans la mise en œuvre des objectifs humanitaires à Malakal. Un plan de réponse humanitaire de 1,7 milliard de dollars pour le pays a été mis en place pour aider les quelques 6,8 millions de personnes sud-soudanaises vulnérables ayant besoin d'une assistance en 2022, mais il n'est actuellement financé qu'à environ 8%. L'insécurité dans l'état du Haut-Nil expose en particulier les femmes. Nous, les femmes, n'avons pas d'emploi qui peuvent nous soutenir financièrement. Nous sommes confrontés à de nombreux défis qui nous obligent à aller chercher du bois de chauffage que nous pouvons utiliser et vendre. Parfois, lorsque vous rencontrez un soldat ivre, il peut vous battre ou vous violer. La mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud bénéficie d'un budget annuel dépassant le milliard de dollars, ce qui en fait l'une des opérations les plus coûteuses de l'ONU. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé en mars dernier de renouveler le mandat de la MINUS jusqu'au 15 mars 2023, un nouveau renouvellement qui ne garantit pas pour autant le retour de la paix.
C'est le premier pays en Afrique et le deuxième au monde après Salvador en 2021 à prendre une telle décision. La Centrafrique vient d'adopter le Bitcoin comme monnaie officielle à côté du franc CFA. Alors bonne ou mauvaise idée ? La révolution monétaire par la crypto-monnaie est-elle en marche ? Élément de réponse avec Aïssatou Diamanka-Besland. C'est officiel, la Centrafrique vient d'adopter le Bitcoin comme monnaie nationale. Cette monnaie d'échange fera désormais chemin avec le franc CFA, la monnaie traditionnelle. C'est ce qu'a annoncé la présidence ce mercredi 27 avril 2022. Son introduction dans le système monétaire du pays légalise ainsi l'usage des crypto-monnaies. C'est à l'unanimité que les députés de l'Assemblée nationale ont validé cette loi. La loi a été votée par acclamation. Nous partons sur une nouvelle voie qui jalonne une nouvelle étape pour notre pays, tout en étant conscients des difficultés que nous allons devoir affronter pour poursuivre notre mission. Cette démarche place la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et visionnaires pays au monde. Le Fonds monétaire international a qualifié cette décision de dangereuse pour la stabilité financière, l'intégrité financière et la protection des consommateurs. D'autres voix se sont fait entendre aujourd'hui concernant l'utilisation de cette monnaie virtuelle. Posons-nous d'abord une question simple, à qui cela va profiter ? Il suffit ici de rappeler deux données totalement objectives. Nous sommes dans un pays où seulement 3% du territoire est électrifié et où à peine 1% de la population a accès à Internet. Et voilà le pays où on a décidé d'imposer à tous, je dis bien à tous, des monnaies virtuelles. Un pays où par ailleurs, soit dit en passant, la moitié de la population vit en situation d'urgence alimentaire aujourd'hui. On nous dit que l'absence de traçabilité des opérations va bénéficier au pays. Nous répondons sans doute. Mais attention, elle fera aussi bien l'affaire de la mafia, des blanchisseurs d'argent sale, sans oublier les groupes armés. Pour rappel, la Centrafrique devient le deuxième pays au monde à officialiser la crypto-monnaie, après le Salvador le 7 septembre 2021. Il est le premier pays d'Afrique à adopter le Bitcoin comme monnaie de référence. En réalité, les pourfendeurs du franc CFA, qu'ils qualifient de monnaie coloniale dont les États utilisateurs doivent impérativement s'affranchir, la question du Bitcoin revient sans cesse comme une alternative pour certains pays qui y voient une révolution monétaire. C'était donc un sujet de Aïssatou Diamanka-Besland et Kamesh Katapoulé. Le Maroc a mis en place une série d'avantages et d'incitations fiscales pour attirer les compagnies pétrolières. À titre d'exemple, la pression fiscale du Royaume n'atteint pas 30% pour les entreprises pétrolières, alors qu'elle s'élève parfois jusqu'à 80% dans d'autres grandes puissances pétrolières. Plus de détails sur la situation avec Corinne Eoné. Des avantages fiscaux pour engager plus d'investisseurs étrangers dans le secteur du pétrole. C'est une stratégie que développe le Maroc qui ambitionne devenir un leader en matière d'énergie. À titre d'exemple, pendant les 10 premières années de production, les sociétés bénéficient d'exonérations de taxes à la valeur ajoutée, de brevets, d'impôts sur le revenu du capital, de droits de douane et d'impôts. Aussi, les compagnies pétrolières en activité perçoivent des redevances de 10% sur le pétrole et de 5% sur le gaz si l'exploration est concluante. Il est ainsi établi que la pression fiscale au Maroc n'atteint pas 30% pour les entreprises pétrolières, alors qu'elle est de 80% au Venezuela et de 38% en Irlande, deux puissances pétrolières mondiales. Le Maroc dispose d'une chaîne de valeur locale très importante, avec une main-d'œuvre qualifiée, un secteur bancaire important, un secteur énergétique de pointe. Donc, de tels facteurs juxtaposés les uns avec les autres pourraient attirer des investissements importants pour permettre aux Royaume chérifien de pouvoir obtenir des taux de croissance économique tout à fait importants. Pour les experts, la stratégie de l'attractivité fiscale se révèle payante. Pas moins de 4 entreprises pétrolières ont déjà eu des intérêts au Maroc, notamment le géant italien Eni, Qatar Petroleum et Europa Oil and Gas, ou encore la compagnie pétrolière espagnole Repsol, qui a cependant considérablement réduit sa présence au Maroc. Mais la principale crainte est que déjà le Maroc avait été déjà épinglé il y a 2 ans comme étant un paradis fiscal. Et donc la baisse d'une telle pression fiscale peut susciter évidemment des interpellations au niveau de l'OCDE, qui est l'Organisation de la coopération et du développement économique déjà. Et une telle interpellation pourrait être nuisible pour une diplomatie économique marocaine qui de plus en plus cherche, au-delà notamment du traité de la Méditerranée avec les pays arabes, de pouvoir investir notamment dans en Afrique noire subsaharienne.
Le littoral atlantique marocain au large d'Agadir regorge d'importantes réserves du précieux or noir qu'est le pétrole. Selon l'Office national des hydrocarbures et des mines du Royaume, entre 2000 et 2022, le pays a foré 67 puits, dont 40 se sont révélés positifs pour le pétrole ou le gaz. Dans son ambition, le Maroc a besoin des compagnies pétrolières disposées à investir entre 70 et 100 millions d'euros pour une seule exploration en mer. L'Afrique reçoit le soutien des bailleurs de fonds dans la lutte contre l'insécurité et le changement climatique dont le continent subit les effets malgré lui. Un fonds de résilience a été mis en place par le Fonds monétaire international pour financer la transition verte du continent. Mais le FMI met aussi en garde contre la persistance des conflits armés qui coûtent cher au continent. Il réduirait les activités économiques de 2,5%. Les explications de Nathalie Moe. En soutien aux pays d'Afrique de l'Ouest, notamment ceux qui ont connu des coups d'État militaires au cours des 3 dernières années, le Fonds monétaire international, le FMI, apporte des conseils sur la bonne gouvernance, une répartition équitable des ressources ou encore la sécurité sociale. Alors que des sanctions politiques et économiques pèsent sur le Mali ou encore la Guinée au niveau des institutions régionales et continentales, le FMI poursuit sa contribution au développement de ces pays. On s'assure en fait, dans nos programmes que les ménages, par exemple, les plus vulnérables sont protégés, qu'il y a des efforts pour réduire les inégalités et que les ressources sont acheminées vers ceux qui en ont le plus besoin. Sur le continent africain, le FMI s'attaque de front au changement climatique alors que la transition verte a été définie par les États comme l'un des piliers de la transformation économique de l'Afrique. Au FMI, le Fonds de résilience et de soutenabilité pourrait répondre à ces challenges. L'objectif, c'est de réunir ou d'avoir à peu près 45 milliards de dollars qui pourraient soutenir au moins 2/3 des pays membres dans le développement de politiques d'adaptation au changement climatique. En Afrique, où des poches actives d'insécurité liées au terrorisme, aux conflits indépendantistes et communautaires touchent l'ensemble des régions, la persistance des risques liés à la sécurité réduit de 2,5% en moyenne les activités économiques en Afrique subsaharienne. Il n'aura pas eu le temps de savourer pleinement sa réélection le 16 avril dernier à la tête de la Fédération gabonaise de football. Pierre-Alain Mungangui a été placé sous mandat de dépôt ce 27 avril à la prison centrale de Libreville où il devrait rester au moins 10 jours avant d'être entendu par un juge sur des faits présumés de pédocriminalité sous sa présidence. Le point avec José Douglas. Aussitôt après son élection, le président de la Fédération gabonaise de football, le FEGAFOOT, Pierre-Alain Mungangui, a été placé en garde à vue à Libreville dans le cadre d'une enquête pour non-dénonciation d'agressions sexuelles présumées sur des centaines d'enfants. Pierre-Alain Mungangui est accusé d'avoir couvert les agressions présumées commises par Patrick Assomi Eyi, ancien entraîneur gabonais de football de l'équipe nationale des moins de 17 ans, selon certains médias. Je trouve quand même assez cocasse que cette histoire de garde à vue se fasse là, après son élection. Parce que on en parle depuis les révélations sont arrivées juste avant la CAN. L'agence gabonaise de presse AGP a indiqué que le président de la FEGAFOOT a passé 2 nuits dans les locaux de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire, couramment appelée B2, et ce pour les besoins de l'enquête. À la question de savoir si cela était prévisible, sa mise en garde à vue ou qu'il soit convoqué auprès des autorités, oui, on va dire que tout cela était prévisible. Dès l'instant où le scandale avait éclaté et que le président de la Ligue de football de l'Estuaire avait déjà été mis aussi en garde à vue et qu'il avait été régulièrement cité, c'était une question de temps. Plusieurs témoignages ont été recueillis pour savoir si Pierre-Alain Mungangui sera inculpé ou disculpé. Nous apprenons que le président de la FEGAFOOT a été incarcéré
pour une dizaine de jours à la prison centrale de Libreville. Quant au championnat, la grève serait maintenue, mais plusieurs équipes ont repris leur préparation. Le ministère des Sports a proposé une enveloppe de 20 millions de francs CFA pour débloquer la situation. Pour ce qui est de la FEGAFOOT, le règlement prévoit que si le président est indisponible, c'est le vice-président qui assure en intérim et doit convoquer une nouvelle assemblée pour organiser de nouvelles élections sous 60 jours. Rappelons que plusieurs recours ont été déposés après les élections et il est très probable que nous nous acheminions vers un nouveau comité de normalisation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.